Le vieux nègre et la médaille. Ferdinand Oyono. Mecca était en avance sur le bonjour du Seigneur. Le premier rayon de soleil qui lui tombait habituellement dans la narine gauche, en s'infiltrant par l'un des trous du toit de raffia pourri et criblé du ciel. Mecca n'avait presque pas dormi. Les yeux lui piquaient. Il bâillait et s'étira pour décharger le panier de pierres qu'il sentait sur les omoplates comme au lendemain d'une cuite. Il en voulut à sa femme qui continuait à ronfler. Comment pouvait-elle dormir si profondément alors que la convocation du commandant était sous le lit, dans une savate? « Kalara » hurla Mecca en lui donnant des bourrades. « Comment peux-tu dormir quand ton mari a des ennuis ?» Kalara jappait et se retourna contre le mur. Mecca l'empoigna par les épaules. « Réveille-toi! Comment peux-tu dormir quand j'ai des ennuis? Ô femme aussi faible que les apôtres du Seigneur sur le mont des Oliviers! Tu sais que je dois me présenter très tôt chez le commandant. Prions. Tu laisseras les prières à tous les saints. Je ne veux pas être en retard. Au nom du Père. » Ils prièrent d'une voix monotone et chantante, agenouillés sur le lit de bambou comme des chameaux que l'on charge. Mecca dit enfin « Amen ». Il se leva, s'enveloppa dans son pagne, puis alla ouvrir la porte. « Pour ce que tu vas faire tout à l'heure là, lui dit sa femme, tu devras aller un peu plus loin. Ça sent déjà jusqu'ici. Mecca se dirigea derrière la case. Il contourna un tas d'immondices, puis pénétra dans un buisson et s'accroupit. À proximité, une truie attendait impatiemment qu'il eût fini. Mecca se tournait et se retournait devant sa femme. Il boutonna sa veste kaki et remua délicatement les épaules. Il se dirigea vers le piquet central de la case sur lequel était planté de biais un énorme clou rouillé qui tenait lieu de porte-chapeau. Il en décrocha gravement son vieux casque de liège noirci par la fumée et qui pendait par sa jugulaire rapiécée. Des cancrelats et un jeune scolopendre s'en échappèrent et coururent jusqu'à Kalara qui les broya avec ses talons en cul de pioche. Mecca contempla l'intérieur de son casque, le tapota, le contempla encore puis s'en coiffa. Il paracheva son élégance en glissant la jugulaire sous le menton. « Tu es très bien, » dit sa femme. « On dirait un pasteur américain. » Mecca lui sourit et s'assit sur une vieille caisse à sardines. « Apporte-moi à manger, » dit-il. « On ne se présente pas devant un blanc le ventre vide. » Sa femme lui apporta le plat de manioc de la veille et une pâte d'arachide. Quand le plat fut vide, Mecca but un grand gobelet d'eau et se leva. « Fais attention, » lui recommanda sa femme. « Ne va pas montrer ta susceptibilité devant le blanc. Pour une fois, aie un peu pitié de moi, Mecca. Ne réponds pas aux gardes, tu sais bien qu'ils n'hésitent pas à brimer un homme mûr et respectable comme toi. » Je garderai la bouche fermée, promit Mecca. Seulement, si je ne rentre pas, va le dire au prêtre pour qu'il arrange cela. Il me doit bien ça. Mecca sortit de la case. Sa femme assise à côté de la porte le suivit des yeux jusqu'à ce que sa silhouette ne fût plus qu'un point blanc à l'autre bout du village. Si Mecca s'était levé tôt, ce n'était pas que son village fût loin de la ville. Il s'y rendait quelquefois pour aller se faire piquer à la crève des nègres. Il ne connaissait pas exactement la distance qui séparait Doum, son village, de la ville. Cette distance se réduisait pour lui à une seule étape, chez Mama Titi, cette femme venue des bords de la mer et dont la renommée pour distiller l'arki était sans précédent. Chez Mama Titi, qui habitait le quartier indigène, c'était déjà la ville. De là au bureau du commandant, il n'y avait que quelques pas à faire en montant une colline abrupte.
Meuka avait pris les raccourcis. Ces chemins sinueux aux alentours des petites villes coloniales. Son pantalon était mouillé au-dessus des genoux. À cette heure matinale, les herbes couvertes de rosée s'inclinaient sur le sentier. Meuka les écartait de sa canne, mais, comme des élastiques, elle revenait aussitôt s'accrocher à son pantalon et l'arroser généreusement. Meuka poussa un soupir quand la piste déboucha sur le quartier indigène. Dominant ce dernier, la ville des Blancs. Bâtie sur une colline limitrophe, était en vue. Meuka secoua alternativement ses jambes. À chaque mouvement, son pantalon faisait entendre un ploc de toile mouillée. Il le retroussa jusqu'aux genoux et dévoila des moulins en forme de fuseau. Meuka passa entre plusieurs cases en contournant quelques-unes, puis pénétra dans une autre. C'était là son étape habituelle. La case était déjà animée. Tous ceux qui se rendaient au travail au quartier blanc venaient là, chez Mamie Titi, prendre leur viatique pour la journée. Accroupis sur les talons, assis sur les caisses vides, ils sirotaient leur harki, tout en causant bruyamment. Meuka entra. « Je vous salue tous », dit-il en levant son casque. Toute l'assistance se retourna vers la porte. « Nous acceptons », répondirent-ils. « Bonne matinée », dit Mama Titi. « Que t'est-il arrivé, Meuka ?»« Une de blanc », dit-il en cherchant du regard une place disponible. « Que ce jeune homme-là se lève pour donner la place à l'homme mu », dit Mama Titi à un adolescent déguenillé qui lançait en l'air un bol vide pour le recueillir ensuite dans ses mains en forme de coupe. « Dis-moi de m'en aller parce que je ne peux plus payer un autre bol. »« Et qu'est-ce qui m'empêcherait de... »« Dehors !» hurla Mama Titi qui avait écrasé des pieds pour venir se planter devant le jeune homme. Elle renifla sur le ventre de son pouce, puis reprit d'une voix subitement langoureuse. « Je n'aime pas les histoires, petit. Je peux te donner à boire pour rien. » Elle appuya ces mots d'un battement de cils. « Tout ce que je veux, c'est un peu de politesse. Je peux te donner à boire tant que tu veux. »« Assieds-toi, père, » dit le jeune homme en se rejetant brusquement en arrière pour que Mamie Titi ne le frôlât pas. Ils se mesurèrent du regard et le jeune homme, un petit sourire en coin, s'en fut en époussetant le fond de son peigne. En poussant un soupir de satisfaction, Meuka se laissa choir sur le vieux bidon en essence encore tout chaud. Mama Titi se dirigea vers la porte. Meuka coiffa son genou de son casque et posa sa canne contre le mur. Il se frotta les mains et les serra entre ses cuisses, puis bâilla en se penchant en arrière. « Tu as dû te lever tôt pour chasser », lança son voisin qui ne quittait pas les yeux du pantalon de Meuka. « Un bon chasseur, c'est comme une putain, ça sent à distance. »« Ah, j'ai pris les raccourcis, » dit Meuka avec un sourire gêné. « Je ne suis bien que sur les pistes. Ça, c'est plus fort que moi. La route avec ses gros cailloux... Oh, toi-même, tu sais. » Il grimaça comme si on lui avait fait mal. « Ta mère a dû manger du rapantais quand tu étais dans son sein, » dit le voisin en s'esclaffant. Le rire gagna l'assistance. « Essayez de la boucler, » intervint Mama Titi. « Cet homme-là n'en est pas un seulement par son sexe. Des hommes comme lui, il n'y en a plus. »« Ah, bosse de vache, sa tête me revint, » dit le voisin de Meuka. « Mais avis que... Mais c'est toi qui as filé ta terre au bon Dieu. »« À la mission catholique, » rectifia un autre. « Ah, c'est la même chose. »« C'est tout comme... » répéta Mamie Titi, dont les puissants biceps s'assaillaient sous l'effort qu'elle faisait en promenant une volumineuse bombe d'alcool de groupe en groupe. « Alors, c'est toi, » insista le voisin de Meuka.
C'est moi-même. Un silence d'étonnement régna dans la case. Quel couillon, lança quelqu'un d'autre. Toi au moins, tu dis que tu penses, dit Meka. Ça ne m'étonne pas qu'on la lui ait arraché, dit un autre. C'est un peu la vérité, dit encore Meka. C'est le commandant qui t'a convoqué, enchaîna son interlocuteur. Oui, c'est tout à fait ça. On ne se présente pas devant le commandant avec les yeux que tu as là, dit Mamie Titi en tendant un bol plein à Meka. Ce n'est pas avec ton air de vieille fille qu'il trouvera à qui parler. C'est imprudent ce que je vais faire là, dit Meka en protestant du chef. Le gouvernement... Aka, quel gouvernement? S'étonna Maman Titi. Je veux dire le commandant. Il protesta encore du chef et reprit. Si le gouvernement sent que j'ai bu ça. Meka hésita encore, puis sa main droite arracha le bol de la main de Maman Titi. Il se signa rapidement de la main gauche, en oubliant le Saint-Esprit, puis serra le bol dans le plat de ses mains, tout en continuant à protester. Aïe, si le commandant sent que j'ai bu de l'alcool, ce sera la prison. Tu n'auras qu'à sucer ensuite 2 oranges, dit celui qui l'avait traité de couillon. S'il te demande si tu es saoul, tu dis que tu as mangé une orange. Ah qui? Les blancs c'est facile à avoir, dit un autre. Ça, c'est une retrouvaille appréciée. Meka en vit dans son bol d'un seul trait. Il fit une grimace et rôta. Ah, ça, c'est du vin, déclara-t-il. Comment dit-on en français « j'ai mangé une orange » Moi, sucé d'orange, répondit quelqu'un. D'orange, moi, sucé, répéta Meka. Ce n'était pas mal. Ce garçon était vraiment intelligent, pensa-t-il. Lui, il n'aurait jamais pu trouver ça. Sucé d'orange. Il sentirait bien l'orange. Les blancs, ça croit à tout. Le commandant n'interdirait pas aussi la vente des oranges. Le garçon qui avait trouvé le truc était vraiment la tortue en personne. On avait interdit aux indigènes la distillation de leur alcool de bananes et de maïs bon marché pour les pousser vers des liqueurs et le vin rouge européen qui inondait le centre commercial. Depuis quelque temps, gosier d'oiseau. L'Ernois l'appelait ainsi à cause de son cou interminable. Et ces hommes désespéraient de mettre la main sur quelques vendeurs clandestins. Les rafles succédaient aux rafles. L'arki était aussi rare qu'une larme de chien. Si gosier d'oiseau avait pu se lever à une certaine heure matinale, à cette heure où le blanc des colonies, anéanti par la chaleur équatoriale, et le whisky de la veille dort encore, la bouche pâteuse sous sa moustiquaire, il aurait remarqué qu'une animation incroyable régnait au quartier indigène et en particulier chez Maman Titi. De guerre lasse, gosier d'oiseau s'en était remis au révérend père Vendémeyer. Le missionnaire du haut de sa chair avait eu vite fait de condamner cette boisson qui, disait-il, noircissait les dents de l'âme et de ses paroissiens. Et il avait décrété que tous ceux des chrétiens qui en buvaient commettaient un péché mortel en avalant chaque gorgée. Cela avait mis Meka dans une situation dramatique. Meka était souvent cité en exemple de bon chrétien à la mission catholique de Doum. Il avait donné ses terres aux prêtres et habitait une petite case misérable au village dont la mission portait le nom, qui s'étendait au pied du cimetière chrétien. Il avait eu la grâce insigne d'être le propriétaire d'une terre qui, un beau matin, plut au bon Dieu. Ce fut un père blanc qui lui révéla sa divine destinée. Comment pouvait-on aller contre la volonté de celui qui donne? Meka, qui entre-temps avait été recréé par le baptême, s'effaça devant l'huissier du Tout-Puissant. Il suivit, enthousiaste, l'édification du quartier du Seigneur sur la terre de ses ancêtres. Quand la veille de l'inauguration par l'évêque, on l'invita à choisir sa place dans l'église. Meka opta pour le ciment poussiéreux et nu, zébré de mouches et réservé aux misérables qui s'étendaient au fond de la nef, au-delà du dernier rang des fidèles. C'était là que Meka suivait l'office tous les dimanches,
agenouillé à côté d'un vieux lépreux. Malgré la distance qui le séparait de la table du bon Dieu, Mecca y arrivait toujours le premier pour la communion et même avant le prêtre. On le voyait revenir perclus d'humilité, habité par le Seigneur, le front rutilant, transfiguré. Pour les chrétiens de Doum, Mecca était un grand favori dans la course au paradis. L'un des plus rares mortels qui ne ferait qu'une apparition au purgatoire. Aussi, ce n'était pas un petit pincement au cœur que Mecca entrait de temps en temps chez Mamie Titi. Il ne fallait pas qu'il donnât lui le mauvais exemple. Mais la bouche qui a été n'oublie pas la saveur du lait. Se disait-il. Comment aurait-il pu oublier l'Africa Jeans, dont quelques gouttes lui étaient tombées sur la langue à un âge où il n'avait pas de poils sur le ventre et où il n'avait pas encore goûté au Seigneur. Et puis, cette boisson était avant tout un médicament. Il ne sentait plus ses rhumatismes chaque fois qu'il en buvait. Pour ne pas décevoir le père Vendémeilleur, Mecca lui disait à chaque confesse « Mon père, j'ai étanché ma soif, alors qu'elle était tout à fait supportable. » Le père Vendémeilleur s'étonnait et lui disait « Mon frère, étancher sa soif n'est pas un péché. Ne sois pas plus rigoureux que les lois de Dieu et de l'Église. » Mecca avait alors sa communion du lendemain assurée. Mecca vida un autre bol. L'assistante était gaie. « Il s'assoit sur un lit », cria un énergumène. « Maud, ok !» répondit l'assistance en imitant le bruit sourd des fesses sur un lit de bambou. « Un tam-tam vient du fromager. »« En causant, buvons », répondit encore l'assistance. « Ite missa, et... » Tout le monde se mit à rire. « Je vous plaque, les amis, » dit Mecca. « Le terme de mon voyage est chez le commandant. » Il enfonça son casque sur sa tête. Il lui sembla qu'il découvrait pour la première fois la grande route qui s'étendait devant lui. Elle s'amenuisait là-haut, au sommet de la colline, l'on devinait le toit de la résidence. « Cette route est belle, » dit Mecca. « Elle est vraiment belle. Oh, route, fille de nos corvées, conduis-moi chez le blanc. » Un air trottait maintenant dans sa tête. Il commença d'abord à siffloter en faisant des moulinets avec sa canne. Il la fixa horizontalement sur ses épaules et y suspendit ses bras. Cela faisait du bien. Il se sentait délivré d'un grand poids. L'air qui sifflotait avait quitté ses lèvres pour trotter encore dans sa tête. Mecca se mit à chanter. C'est un vieil air d'avant-guerre, du temps de Berthaud. Les paroles lui revenaient facilement. Ma bouche était salée, en lorgnant tes aisselles. Elle fut encore plus salée, en lorgnant ailleurs. Je préférais ce sel, en lorgnant ailleurs, à celui du baptême, en lorgnant ailleurs. Ô cantonnière en sueur, en te lorgnant ailleurs, qui dormait sous le manguier, en te lorgnant ailleurs. Mecca esquissa un pas de danse. Est-ce que ses pieds lui appartenaient vraiment? Non, ce n'était pas possible. Il était si léger. Quel bonheur de se sentir libéré, jeune, heureux. « Père, tu es là-dedans » dit un passant. « C'est ça même » répondit Mecca. Il recommença à chanter. Ma bouche était salée. Tous les Noirs qui se rendaient au quartier européen s'étaient groupés autour de lui. Il reprenait en chœur, en la lorgnant ailleurs. Mecca chantait seul la strophe. Il se trouva sans avoir comment au sommet de la colline. « Où vas-tu, père ?» lui demanda quelqu'un. « Là, devant moi, dans cette maison, là-bas, au bout de ma canne. Je vais voir le commandant. Et tu me garderas un morceau de pain. Et une bouteille de berger, » répliqua Mecca. Tout le monde se mit à rire. Mecca serra toutes les mains. Il ôta son casque. Le bureau du commandant était devant lui. À Doum, on savait où conduisaient les convocations officielles. Aussi était-ce devenu un sinistre honneur que d'être distingué par le commandant. Mecca
lui, n'était pas de ceux que l'on remarque. Tout entier à son bon Dieu, à qui il allait parler dans les poussières et parmi les mouches de l'église, il cultivait son efficacement sur la terre à laquelle il restait attaché par l'Africa jeans, les boîtes de sardines et le porc-épic fumé. Il cultivait son effacement sur la terre à laquelle il restait attaché par l'Africa jeans, les boîtes de sardines et le porc-épic fumé. Les villageois s'endormirent, convaincus que le pays allait avoir un martyr, un saint martyr. Maintenant, les portes s'ouvraient une à une, déversant dans la cour des bêtes domestiques qui avaient le privilège de dormir dans leurs cases. Les hommes en sortaient aussi, drapés dans des pagnes ou des couvertures. Ils se versaient un peu d'eau sur le visage et se dirigeaient par petits groupes vers la case de chapelle au bout du village. Clara, la femme de Mecca, se joignit à eux. « Clara, as-tu bien dormi ?» lui demandait-on. « Ah, j'ai compté les nattes du toit. Moi aussi » enchaîna un interlocuteur. Ils évitaient tous de parler du sujet qui les avait tenus éveillés tard dans la nuit. C'était maintenant au cœur de remplacer la bouche fatiguée. Tous les chrétiens s'étaient engouffrés dans la petite chapelle de terre battue où Ignace Obédé, le catéchiste, dirigeait les prières. Clara s'agenouilla sur l'un des vieux troncs de parasolier et Mondé qui servait de banc et de prie-dieu. Elle commença les prières à tous les saints qu'elle n'avait pu réciter avec son mari. Elle ne pensa plus à rien d'autre. Et Ignace Obédé entra. Bâti en force, il inspirait la crainte avec son cou de buffle et ses yeux à fleur de tête, très mobiles. Il n'avait presque pas ce front. Ce qui était comique, c'était surtout la petite voix qui sortait de cette masse de chair. À entendre parler Ignace Obédé, on pensait à une voix d'enfant. Ce matin-là, il portait un gilet crasseux qui ne lui descendait pas tout à fait jusqu'au nombril. Son ventre pointait dru entre le troisième bouton de son gilet et la grosse couverture de laine qu'il portait enroulée autour des reins. Il commença la prière. L'auditoire récita avec lui. Tous les villageois de Doum se retrouvèrent autour de la chapelle quand Ignace Obédé prononça le mot « Amen ». Le soleil était déjà bien au-dessus de l'horizon. Il déversait une petite chaleur délicieuse, semblable à celle que donne le feu des cases. « Loué soit Jésus Christus !» dit Ignace en rejoignant le groupe des fidèles. « Toujours et toujours !» répondirent les villageois en s'écartant pour lui permettre de se placer au centre du cercle. « Clara, ma sœur !» commença Ignace en se frottant les mains. « Aie confiance en lui. Rien n'arrive sans qu'il le veuille. Et ceux qui croient en lui ne seront jamais déçus. Pour être croyante, je le suis. Ce que je sens là, sous ma vieille poitrine, la foi qui bat, et chaque fois que j'ai regardé le ciel, j'ai toujours été certaine que le bon Dieu était bien de l'autre côté. Seulement, avec ses blancs, il est plus fort. Brailla Obédé en soulevant un nuage de poussière sous ses énormes pieds plats qui trépignaient. Il scruta le ciel, puis, ébloui par l'éclat d'acier des cumulus réverbérant le soleil, il baissa la tête et aboya comme s'il venait de puiser une nouvelle force. Tout vient de lui. Aïe, je n'irai pas au champ aujourd'hui, dit Clara. C'est un jour noir. Je vais attendre Mecca devant ma porte en priant de temps en temps. S'il ne revient pas, j'irai voir le prêtre comme il me l'a recommandé. Loué soit Jésus Christus. Toujours et toujours, dit la voix fluide d'Ignace Obédé dans un étranglement. La foule s'égaya. Combien de temps Clara passait-elle assise devant sa porte, les yeux fixés sur l'autre bout du village où avait disparu son mari? Le soleil avait dépassé le milieu du ciel. Il s'inclinait déjà. Les paysans harassés, un chiffon en guise de cache-sexe, rentraient des champs, machette en main, un chapelet autour du cou. Ils se traînaient jusqu'à chez Clara, et bien, qu'à bout de souffle et incapable de proférer une parole, ils retrouvaient devant la femme de Mecca un peu d'énergie pour faire une grimace éloquente qui traduisait leur inquiétude.
L'espoir de Clara s'amenuisait à mesure que le soleil déclinait. On voyait l'ombre des objets. Les oiseaux du soir traversaient le village. Clara commençait à désespérer. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'une voiture. Tout le village aussi avait entendu. Tous les gens étaient devant leur case. Quelqu'un cria « La voilà !» La voiture se dirigeait vers le milieu de la cour, suivie par une foule de gamins nus qui criaient avec frénésie. Mecca était assis à côté d'un blanc qui conduisait. Il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village pût le voir. Quand la voiture le déposa devant sa case, le blanc lui serra la main et l'aida à descendre d'une caisse qui devait être bien lourde et en croire les efforts que faisaient les deux hommes. Le blanc démarra ensuite en faisant de grands signes à Mecca qui lui répondit en agitant son casque tant que la voiture fut en vue. Sa femme, en louant le Seigneur, courut à lui. Tout le village était chez Mecca. Celui-ci avait abandonné sa mine de saint homme et il bombait le torse. Sa femme prit son casque. Il tendit sa canne à un jeune homme en arborant un large sourire. « Tu ne vas pas nous tenir longtemps en haleine ?» s'impatienta Clara. « C'est ce que nous disons tous !» surenchérit la foule. Mecca se racla la gorge, puis passa sa langue sur ses lèvres. « Eh bien, commençait-il. Le commandant m'avait appelé pour me dire que quand le grand chef de tous les Blancs, qui est à Timba, viendra me donner une médaille le jour du 14 juillet. Un court silence suivit ces mots. Il fut rompu par les hurlements stridents des femmes. Elles poussaient des cris de joie qu'un Blanc nouvellement débarqué prendrait pour une sirène d'alerte. Les femmes s'étaient organisées. Elles formaient un demi-cercle devant la véranda de Mecca. Celui-ci, assis à côté de sa femme, dodelinait de la tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandait le retardataire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il paraît qu'une médaille venait de Paris, lui sera donnée par le chef des Blancs, surtout de Timba, qui viendrait ici spécialement pour ça. Ainsi répondaient tous ceux qui avaient eu la primeur de la nouvelle. Quand la nuit vint, ce n'était plus la médaille qui venait de Paris. C'était le plus grand chef de tous les Blancs, le président de la République, qui viendrait lui-même et épingler une médaille sur la poitrine de Mecca. Je n'aime pas ces manifestations avant que la médaille soit accrochée là. Il pointa l'index sur sa poitrine, murmura Mecca à sa femme. Avec les Blancs, on ne sait jamais. Mecca avait renvoyé les femmes. Cette fête anticipée pouvait attirer le malheur. Il ne doutait pas que la médaille fût dans quelques tiroirs du bureau du commandant ou de celui du chef des Blancs à Timba. Mais un malheur pouvait lui arriver dans cette semaine qui précédait le 14 juillet. Il se trouva vieux. Cela l'effraya. Les vieux, pensait-il, c'est malade le matin et sa mère le soir. Il essaya de calculer son âge. C'était impossible. Il regretta de n'être pas né à cette époque où l'on enregistre chaque naissance dans un grand cahier. Il était comme toutes ces choses qui n'ont pas d'âge et auxquelles on donne souvent un âge plus avancé. Il passa la main sur sa tête et sentit ses cheveux. Une joie l'envahit. Les hommes mûrs du village étaient venus veiller avec lui. Il y avait Nua, qui était comme lui sans âge. Il était sec comme une viande boucanée et avait la mâchoire continuellement en mouvement. Il gardait toujours une noix de cola sous la langue. Nti lui était remarquable par son éléphantasis commençant. Il n'était pas originaire de Doum. Il y était venu attiré par la ville qui n'en est pas éloignée. Depuis 20 ans, il y allait tous les matins dans l'espoir de trouver de l'embauche. Il faisait de petits travaux de circonstance pour se retrouver avec quelques pièces à la fin de la journée. Pendant la saison sèche de la récolte du cacao, Nti offrait ses services à Mecca. C'est pourquoi celui-ci l'invitait depuis 20 ans à partager ses repas. Mvondo était le neveu de Mecca. Bien qu'il fût le fils de sa sœur cadette, il n'avait plus de cheveux. Tout le monde reconnaissait au village qu'il n'avait jamais été jeune. Une légende courait qu'il avait déjà toutes ses dents à sa naissance. Personne ne s'étonnait qu'à 30 ans, il fût sans cheveux, ridé et rugueux comme un vieux lisard. Evina,
un ancien cuisinier des prêtres, s'était retiré à Doum quand il avait perdu sa dernière dent au service des Blancs. Sa bouche s'était affaissée en rabattant le menton sur le cou, ce qui faisait ressortir son nez aux narines tellement ouvertes qu'on y voyait la morve blanchâtre qui s'y stagnait. Sa femme l'avait quitté. Il n'était bon à rien avec son dos arrondi et ses mains qui tremblaient comme des feuilles au vent. Il passait ses journées à se chauffer au soleil en attendant sagement la mort. Tous ceux qui l'invitaient savaient qu'il donnait au bon Dieu. Il n'y avait pas d'espoir qui les obligeât à son tour. Il y avait aussi des cousins, ceux de Mecca et ceux de sa femme, les beaux-frères de ceux-là et les neveux d'un cousin du cousin de Clara. Ces derniers étaient venus à Doum pour 1 ou 2 jours. Ils étaient là depuis une semaine et remettaient toujours leur départ au lendemain. Tout le monde groupé autour d'une lampe à pétrole que Mecca avait placée entre ses jambes était venu partager sa joie. Il y avait un visiteur sur chaque objet dont le diamètre pouvait supporter un derrière. Quelques-uns avaient retroussé leurs pailles pour ne pas se salir, s'étant assis, les fesses nues, à même le sol. « Alors ?» interrogea Nguyen, les yeux brillants. « Ah, quand je suis arrivé, commença Mecca. Le commandant n'était pas encore au bureau. J'avais raison de dire qu'il était parti tôt, coupa quelqu'un. Ah, ça va comme ça, ce n'est pas toi qui parles, dit Nguyen. Comme aujourd'hui, c'était la journée des palabres, reprit Mecca. La véranda de la résidence était pleine quand j'y suis arrivé. J'ai donc attendu le temps de croquer une noix de cola que j'ai partagée avec machin là. Qui est-ce qui connaît le nom de ce catéchiste protestant? Lequel? Qui? Celui qui a eu des histoires avec une femme à propos du cadavre de l'un de ces singes qui ressemblent à des chiens là. Ah oui, ok, je vois. C'est David Ondoa. C'est celui-là même, répondit Mecca. Nous nous sommes aperçus que nous étions côte à côte sur le banc. Lui était là pour une affaire de cacao. Comme je vous le disais, nous avons croqué une noix de cola. Je venais de curer mes dents quand le commandant apparut. Vous savez comment ça se passe. Le commandant arrive, le chef des gardes hurle. Tous les gardes les convoqués saluent. Le chef des gardes hurle encore. Et vous continuez à faire ce que vous faisiez avant. Ah, on l'écoutait attentivement. Après une pause, il reprit. Ce fut moi qu'on appela d'abord. Le commandant me dit de m'asseoir en face de lui. Il appela un interprète. Lui était debout entre nous. Le blanc parla longuement. L'interprète me traduisit ce qu'il disait comme ça. Mecca, tu es quelqu'un parmi les hommes. Depuis que je suis dans ce pays, jamais je n'ai vu un cacao aussi bien séché que le tien. Pour du bon cacao, c'en est un. Le tien là, pontua Nguyen. Tu as beaucoup fait pour faciliter l'œuvre de la France dans ce pays. Tu as donné tes terres aux missionnaires. Tu avais donné tes 2 fils à la guerre où ils ont trouvé une mort glorieuse. Il essuya une larme imaginaire. Tu es un ami. Il me serra la main par-dessus la table et termina. La médaille que nous te donnerons veut dire que tu es plus que notre ami. C'est quelque chose comme ça que m'a traduit l'interprète. Je lui ai dit de répondre au commandant que moi j'étais bien content d'être l'ami des Blancs et de lui demander qui allait même me décorer puisqu'il avait dit nous. Le Blanc, lui, riait. Il parla encore à l'interprète qui me dit comme ça que ce serait le chef des Blancs de Timba lui-même et pas son à côté qui viendra m'accrocher ça. J'ai attendu ensuite le catéchiste américain. Nous sommes parents, dans la tribu des Yemva. Il est mon beau-frère, pas mon beau-frère. Sa fille a épousé un Haoussa. C'est chez elle que nous sommes allés à midi. On a mangé un de ses couscous. Il n'y a que les Haoussa pour préparer un couscous pareil. Nous nous sommes promenés au centre commercial. C'est là que j'ai rencontré Monsieur Kobengolo, mon acheteur de cacao habituel. Il m'a dit de prendre tout ce que je voulais dans sa boutique. Ok. Pour rien? Demanda Mvundo
avec une intonation incrédule inimitable. Oui, pour rien. C'est peut-être son cœur qui lui a dit ça. Ah, je ne sais pas. Mais je suis certain qu'il m'a assez volé comme ça. Peut-être qu'il va bientôt mourir et qu'il veut être en paix avec Dieu, dit Evina. Pour être près de la tombe, il est, lui le vieux Kobingolom, dit une voix sortant de l'ombre. J'ai donc choisi cette caisse de boîte de sardines, continua Meka. Toutes les têtes se retournèrent vers la caisse qu'on avait poussée sous un lit de bambou. Une silhouette massive s'encadra dans la porte et lança d'une voix fluette. « Loué soit Jésus Christus !» L'assistance répondit « Toujours et toujours. »« C'est toi, Ignace !» dit Meka en levant les yeux et en enfonçant un peu plus la caisse de conserve avec son talon sous le lit. Je voulais partager votre joie de la chair, bien que je n'en connusse pas la raison. Ah, Mvondo, interpella Meka. Tu es chez toi, laisse ta place au catéchiste. Mvondo se leva et alla s'appuyer contre le mur. Ignace s'assit en face de Meka. Tu vois, Kalara, j'avais raison de te dire que rien ne lui arriverait. Non, je n'ai jamais désespéré, répondit Clara. Alors, mon frère, dit la voix fluette, quelle est ma part de nouvelles? Ah, pas grand-chose, dit Meka avec fausse modestie. Le chef des Blancs de Timba viendra lui-même m'épingler une médaille sur la poitrine, ici, là. Il pointa encore l'index sur sa poitrine. Je suis content pour toi, mon frère, dit Ignace. Mon vœu est que tu puisses gagner une autre médaille. La vraie. Celle-là. L'aurons-nous? C'est une question à méditer. Meka fronça les sourcils. Notre monde est pourri, continua Ignace. L'orgueil le domine. Il le conduit maintenant à l'anéantissement de ce que Dieu a créé. Tenez par exemple, cette prostitution qui règne au quartier indigène. Cet alcool qui débarque toujours. Cet alcool où se consument les âmes. Cette bombe à fumer qu'ont inventé les Blancs. Pourquoi ne pas avoir en tout cela ces phénomènes annoncés qui doivent précéder la fin du monde? Le monde est en train de vivre l'aventure de Lucifer. Je vous le dis. Et son avenir m'effraie. Meka fronça encore les sourcils. Ok. Pourquoi dis-tu tout cela? Est-ce qu'à cause de ma médaille? Demanda-t-il avec un tremblement dans la voix. Non, répondit placidement Ignace. Je parle d'autre chose qui dépasse une médaille. Et qui? Saint apôtre, lança Meka. Excédé? Est-ce qu'on va vivre pour attendre la fin du monde? Et la médaille? Si on vous la donne, est-ce qu'il faut la refuser à cause de la bombe à fumer et de la fin du monde? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une bombe à fumer là? Une création de l'orgueil, répondit Ignace. Les Blancs ont inventé une bombe, telle que si on en lance une seule ici. Plus d'arbres, plus de terre, plus de tout ce que vous voyez et entendez. Nous nous transformerons en fumée. Ouais, ces Blancs-là n'ont pas fini de nous créer des ennuis. Après le canon et la mistaillette, la bombe à fumer. Nous autres missionnaires, dit Ignace avec un large sourire, nous sommes comme les hiboux. Dès que nous annonçons l'avenir, on crie à la sorcellerie. Et qui? Meka, tu ne dois pas me regarder avec de mauvais yeux. Je ne t'ai dit que la vérité. Mais tu n'as jamais dit la vérité sur ton célibat. Tu n'es pourtant pas un prêtre. C'est un vœu que j'ai fait à mon Dieu. Et le mariage, c'est un sacrement comme le baptême, la communion et tout le reste. Je ne sais pas que te répondre. Je ne crois pas que je puisse servir mon Dieu avec une femme à mes côtés. Toi, tu es un saint, dit Mvondo, ironique. Un drôle de saint, dit Nua. Tu n'es pas né catéchiste? Et avant que tu le deviennes, on n'a pas eu vent de quoi que ce soit?
Le visage d'Obédé était figé dans une expression de profond mépris. Il considéra tour à tour chacun de ses interlocuteurs, puis leur lança. « Je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. » Il se leva et s'en fut dans la nuit. « Pourquoi, vous le catéchiste ?» demanda quelqu'un en se trémoussant. « C'est lui qui nous... repartit Nti. « S'il n'a rien entre les jambes, il n'a qu'à se tenir tranquille. »« Ya, un gros type pareil !» s'esclata quelqu'un. « J'ai entendu dire qu'il n'avait rien, » enchaîna un autre. « Pour sûr qu'il n'a rien, » dit Clara, « avec son gros ventre là. » Tout le monde ria. « Ce n'est pas comme les catéchistes protestants, » maugréa Evina. « Eux au moins, ce sont des hommes qui agissent. » Vous savez, le catéchiste qui était avec moi à la résidence avait eu une drôle d'histoire, dit Meka. « Je voulais te demander ce que c'était que cette histoire, » demanda quelqu'un. « Ah, vous la connaissez, » dit Meka qui voulait se faire prier. « Non, non, » s'écria l'assistance. Meka toussa. Tous les yeux se fixèrent sur lui. « Ok, attendez. Avant qu'il ne soit marié, comme il est maintenant, commença-t-il. Il était catéchiste protestant au village de mes beaux-frères. C'est là qu'il tomba amoureux d'une des femmes du chef. Il n'osa pas se déclarer. Pour chasser le démon qui s'était installé dans son cœur, il ne se nourrit plus que du Seigneur, qu'il descendait à coups d'eau bénite dans son estomac. Il se consuma en prière et en pénitence, s'infligeant les pires châtiments corporels. C'est ainsi qu'il passait des nuits voûté au pied de son lit. Ruisselant de sueur, un index piqué en terre, un pied en l'air. Puis un jour, il partit chasser le singe à la barlette. Il tua un cynocéphale. Tout content de lui, il revenait au village, quand il rencontra sur son chemin, en pleine forêt, la femme qui menaçait sa vertu. Au lieu de fuir, sans mot dire, il lui tendit le cadavre du cynocéphale. Puis, il s'enhardit à parler. Tu pourras dire que tu l'as trouvé dans un dôme de verdure. Tu peux toujours le prendre, pour une raison ou pour une autre. La femme du chef commença donc à faire la femme. Elle faisait voir qu'elle voulait dire « Va jusqu'au bout, dis-moi tout ce que tu veux. » N'en pouvant plus, le catéchiste lui dit « Tu sais que ma bouche est sacrée. Je ne veux pas dire que je t'aime. Seulement, voilà. » Celui-ci, en montrant son bas-ventre, a besoin de celle-là en montrant le bas-ventre de la femme du chef. La fin de l'histoire fut happée par un éclat de rire général. Ça, c'était parler, haleta quelqu'un. Je n'avais jamais entendu parler aux femmes de cette façon, oqueta un autre. Celui-là savait ce qu'il voulait, dit Mvondo. Comment as-tu connu cette histoire? Demanda un tueur. Mon beau-frère m'avait raconté que c'était quelqu'un, un autre homme sûr, celui-là qui lui avait raconté qu'il avait entendu dire que cette histoire était arrivée. Et où va le monde? Demanda quelqu'un. Les hommes naissent et meurent. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Ah, laissez Ignace tranquille, dit Clara. Tout le monde se mit à rire. Je parlais pour m'exprimer par ma question. Où va le monde? Reprit son interlocuteur. Si tout ce que nous a raconté Ignace était la vérité, commença un autre. Le sommeil gagnait tout le monde. La question fut reprise par Meka et ses amis. On ne riait plus. On ne pensait plus à la médaille. Où va le monde? Dit encore la voix de roc de Meka qui tombait de sommeil. Dehors, un oiseau de nuit cria.